Deuxième partie de l'interview de Marie ce 14 janvier 2024. On a gardé pour cette troisième partie, disons, une portion biographique particulière à Marie et qui méritait à elle seule un traitement singularisé. Si je puis essayer de résumer le sentiment que j'ai après tout ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, Marie, j'ai l'impression qu'on est aux confins du paranormal, probablement induit par ce que nous avons dit en ce qui concerne l'inceste, la violence, et aux confins également des armes électromagnétiques et de l'électrosensibilité. Et il est très difficile de parler de blanc ou de noir, où on est électrosensible ou on ne l'est pas, on est attaqué ou on ne l'est pas. Il y a, dans un certain nombre de cas, des zones grises. C'est comme le normal ou le paranormal, ce n'est peut-être pas du tout ou rien non plus. Voilà un peu comment je perçois les choses. Percevez-vous les choses de la même façon? Oui, oui, j'ai le sentiment que tout est intriqué en réalité. Effectivement, tout est intriqué. Donc c'est vrai que c'est encore plus difficile d'identifier en fait d'où viennent telle ou telle problématique en fait. Donc c'est d'autant plus difficile de trouver les solutions adaptées. Tout à fait. Mais nous allons donc passer à ce chapitre tout à fait particulier qui vous est arrivé. Donc, je vous laisse. Oui, alors je voulais revenir, donc j'avais parlé précédemment des implants au niveau de la bouche et au niveau du crâne, et maintenant je vais parler de l'implant au niveau de l'ovaire droit. Alors, le cadre dans lequel ça se passe, c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, une relation affective que je fais via un site internet en 2015. Je sens un soir, juste avant une rencontre, cette rencontre amoureuse, je sens que quelque chose m'observe au moment d'aller me coucher dans ma chambre, comme un laser invisible qui est là. Alors, ce n'est pas une présence, mais c'est bien un laser. Quelque chose comme un point invisible et qui peut se mouvoir très très rapidement, tourner dans tous les sens autour de moi. C'est une sensation qui m'avait beaucoup impressionnée. Puis, lors d'une relation sexuelle avec le compagnon en question, j'ai une vision. Donc, je vois un point de lumière que je prends au début pour une boîte qui se rapproche de moi sur ma gauche. C'est une lumière extrêmement intense qui n'a pas d'ombre. Tout cela se passe pendant l'acte sexuel lui-même et la boîte qui avait grossi en se rapprochant de moi jusqu'à ce que je puisse rentrer dedans, sauf qu'il n'y avait pas de dedans dehors à cette boîte. Je voyais vraiment cette boîte, mais en fait, il n'y avait pas d'intérieur et d'extérieur à cette boîte. Et je pouvais constater que la lumière qui émanait de cette boîte ne créait aucune ombre. Donc la boîte était partout. Le reste de ma vision, c'était cette boîte, en fait, qui était un vaisseau, avait été du noir, comme quand on ferme les yeux dans une pièce fermée, un noir total. Un soir, au moment de me coucher, je vois par, par une de mes visions une énorme quantité, donc c'est une vision en pré-sommeil, hein, toujours, au moment où on est en train de se détendre avant de sombrer complètement dans le sommeil. Donc, cette vision en pré-sommeil me montre une énorme quantité d'êtres bleus au pied de mon lit, dont une femme qui s'en détache particulièrement. Elle est très très belle, elle est magnifique et toutes les têtes de ces êtres sont beaucoup plus grandes que nos têtes terrestres. Plus exactement, leurs fronts sont plus hauts. Ils sont tous très beaux et cette femme touche mon cœur avec sa main. Lorsqu'elle le fait, c'est une sensation tellement belle et tellement forte, une sensation que je n'ai jamais ressentie. Quand je dors par ailleurs auprès de ce compagnon, je voyais des images d'une beauté incroyable dans ma tête, toujours en frissonner, particulièrement des images très très belles d'oiseaux, de fleurs, d'animaux, de palais, comme des images bouddhistes, très très douces, très très belles,
qui me mettent dans une sorte d'extase, de semi-extase. Et tout ça juste avant de dormir. Marie, on peut juste faire une petite pause. Voulez-nous décrire quand même ce compagnon tel que vous l'avez ressenti les premières fois où vous l'avez rencontré? D'où vient-il? Quel était un peu, si vous le savez, son arrière-plan? Alors, ce compagnon, il était en formation chez Enedis pour travailler donc sur les transformateurs, etc., enfin, toute l'électricité, voilà, sur les grosses lignes. Il avait un bagage très, comment dire, très éparse. Il avait donc vécu une vie un peu difficile, on va dire, enfin particulière, puisqu'il avait eu son père qui s'était suicidé, son beau-père qui était mort dans un accident de voiture euh, et qui, à la suite de cet accident de voiture, avait laissé des sommes considérables. Donc, ils étaient devenus du jour au lendemain milliardaires, parce que c'était quelqu'un qui était dans les affaires et qui avait des grosses assurances vie. Euh, et ensuite, à partir de là, il a vécu une vie très exotique avec la drogue, l'alcool, les voyages, et puis aussi, il s'était tourné vers la méditation et le bouddhisme. C'est ça. Et Et puis, la relation avec la mère, vous avez une idée? alors, sa mère était quelqu'un d'extrêmement spirituel, justement, qui était elle aussi bouddhiste, versée dans voilà, une vie spirituelle très, comment dire, très développée. Mais Ouais, vous n'en savez pas plus, mais non. enfin, je le dis avec un petit sourire, mais enfin, cette dame n'a quand même pas eu beaucoup de chance. Voilà, un mari le premier qui se suicide, le deuxième qui est très riche et qui meurt de manière accidentelle en laissant une grosse assurance décès. Voilà, on laisse C'est ça, particulier. voilà, Mm. on laisse ça à la réflexion des spectateurs. On vous Et écoute. puis, il y a aussi le fait que il avait rencontré un psychopathe lors d'un autostop qui a mal tourné, quoi. Et il en est ressorti miraculeusement. En fait, il a été épargné par ce psychopathe. Et en fait, quand il m'en a parlé, la charge émotionnelle était encore extrêmement forte, alors que ça faisait plusieurs dizaines d'années que ce phénomène s'était produit, quoi. Voilà, donc il méditait beaucoup et il m'avait parlé de son alcoolisme, mais je pensais que c'était un stade relativement supportable. Alors, le jour où je vais pour la première fois et la dernière fois chez lui, ben, en réalité, il a bu et il fait des mélanges de médicaments et d'alcool avec des petits tas d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc. Tout ça sur un fond de musique planante et avec une mise en scène gothique avec des bougies au sol en cercle autour de nous. Alors, en fait, je l'ai laissé faire parce que je ne pouvais pas appeler à l'aide. Mon téléphone portable ne fonctionnait pas, ni le sien. La connexion Internet était très fragile. C'était une nuit d'automne extrêmement pluvieuse enfin, j'avais vraiment l'impression effectivement d'être dans un film gore, quoi, enfin, un film d'horreur. Et donc, il était dans un état plus que lamentable. Donc, inutile de dire que la nuit a été des plus angoissantes. J'ai dormi par bride de 5 minutes pendant quelques heures. Et puis, le lendemain matin, à l'aube, je suis partie, j'ai rompu. Et j'ai fait du stop pour pouvoir m'éloigner au plus vite de cet homme et de cette situation, quoi. Je l'ai plus jamais revu. Et les rêves que vous faisiez en sa compagnie ont disparu également en même temps? Tout à fait, du jour au lendemain. Il est possible que lui-même soit implanté, hein. Moi, je pense qu'il avait déjà plusieurs entités collées à lui, ça me paraissait assez clair, mais je ne sais pas ce qui concerne les enfants, quoi. Mais c'est possible. Alors, à la suite de cette relation amoureuse, qui a duré quelques mois, je sentais à l'ovaire droit des sensations étranges. Et donc là, j'ai vu un gynéco qui a fait plusieurs examens et un seul examen a attiré son attention qui était l'échographie parce qu'il y avait quelque chose sur mon ovaire droit. Mais cette gynéco qui était pourtant La communication est rompue ou bien?
Nous avons perdu Marie au moment de cet épisode. On va essayer d'entrer en contact avec elle dans une petite poignée de secondes, j'espère. Nous avons été coupés, Marie. Vous pouvez continuer à propos de cet ovaire droit et de la réflexion d'un gynécologue. Alors donc, c'était une gynécologue qui était très à l'écoute des femmes et qui a fermé son cabinet du jour au lendemain, début 2020, sans explication, alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. On est combien de temps après le fait qu'elle vous ait vu quand elle a fermé son cabinet? Alors, elle m'a vue en 2019, donc effectivement, pas très longtemps en fait, hein. Mhm. Quelques mois, peut-être 6 mois après, quelque chose comme ça. Alors, beaucoup de femmes la regrettent parce qu'elle était, je disais, la seule gynéco digne de ce nom sur le département. Alors, parallèlement à cette expérience, je discutais avec une amie énergéticienne très souvent et je lui avais parlé de ce souci à l'ovaire droit. Elle me propose un soin et cette amie me dit alors qu'il y a une entité extraterrestre lobée à mon ovaire droit, ainsi qu'un implant qui est sur le sacrum et qu'elle a fait partir le tout. Elle ne m'en dit pas plus malgré mes questionnements et elle finira par me dire qu'elle ne veut pas travailler avec les extraterrestres et qu'elle préfère les choses plus simples, qu'elle sait qu'il y a des personnes parmi ses collègues qui le font, qui se spécialisent plus là-dedans, mais qu'elle ne veut pas nourrir cela. Et aujourd'hui, je la comprends très bien. Sur le moment, je suis très anxieuse, je suis un peu même paniquée, à vrai dire, par ce qui se passe dans mon corps et ce que j'apprends. Et puis, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'au moment de ce point, j'ai été partagée entre le soulagement et un ressenti de peine, comme si j'avais perdu un bébé par une IVG, alors qu'il ne s'était rien passé de la sorte. Mais c'est vraiment un ressenti de perte. J'ai déjà par ailleurs vécu 2 IVG et, et je sais que enfin, je connais cette sensation de perte en fait. Alors, il est vrai que j'avais pris une pilule du lendemain avec ce compagnon, juste après cette première nuit avec ce compagnon. Et là aussi, mon ressenti avait été très bizarre. Ça se passait sur une grosse pierre en bord de Charente, qu'on appelle la Grosse Pierre, qui est juste au bord de la Charente, du fleuve, la Charente. Je m'étais assise juste après avoir avalé la pilule et j'avais senti comme si ce qui était dans mon ventre avait été aspiré, absorbé par la terre sous la pierre très profondément, si profondément qu'elle était très loin pour que je le perçoive, comme dans un puits infini. Alors là, j'ai besoin de comprendre vraiment ce qui se passe et comme cette amie ne veut pas m'en dire plus, ben, je cherche de mon côté. Je finis par trouver une hypnothérapeute régressive ésotérique qui expose le fait que lors de ces hypnoses, elle accompagne des personnes qui voient des entités, des extradimensionnels, des extraterrestres divers et variés, etc. Et donc, je fais une hypnose régressive ésotérique avec elle. Pendant cette hypnose, je comprends un peu mieux ce qui m'est arrivé en fait. Et j'y romps des pactes avec diverses entités parce que je ne voulais plus qu'ils utilisent mes ovaires sans me demander la permission, tout simplement. J'ai conscience que cette expérience étrange comporte des entités qui étaient de l'ordre de la manipulation. Du coup, je préfère une sexualité beaucoup plus consciente et une vie plus consciente aussi. Je Euh, deviens plus... Oui, je peux vous interrompre sur des interventions éventuelles dans la zone, on va dire, de la fosse iliaque droite, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu une appendicite, est-ce que vous avez eu des interventions dans cette zone-là auparavant? oui, effectivement, j'ai été hospitalisée pour une appendicite quand j'avais une vingtaine d'années à peu près. Et ce qui est paradoxal, alors c'était en région parisienne à Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, j'ai appris quelques mois plus tard que c'était pas une appendicite, mais que c'était une MST en fait, une Et ça- chlamydie. Mhm. Donc j'ai été, enfin, j'ai eu cette intervention chirurgicale pour rien en fait. J'aurais pu Oui, prendre tout simplement les médicaments. Et, bon. d'accord.
Donc, ce que je disais, c'est que je deviens du coup beaucoup plus attentive à tout ce qui se passe autour de moi et j'exerce de plus en plus de discernement parce que je réalise voilà, que je suis très naïve et que je me fais berner plein de fois. Euh, donc, moi, je réalise aussi que ces entités utilisent beaucoup l'énergie sexuelle et qu'elles profitent du fait qu'on parle peu de notre intimité euh, et qu'on ne peut pas, du coup, se rendre compte s'il y a des dangers dans cette intimité, énergétiquement parlant, j'entends. Et, et donc, je pense qu'effectivement, on peut très vite être leurré par le plaisir, parce que ce que j'ai oublié de dire ou omis, c'est que ces visions que j'avais eues avec la boîte et extrêmement lumineuse, etc., c'était au pic de l'orgasme, en fait. C'était, voilà. Donc, j'étais effectivement dans un état second. On peut expliquer que les entités puissent m'implanter encore plus facilement, en fait, parce que je suis pas dans un état de conscience très clair, quoi. Mhm. Alors ensuite, je suis devenue canal pour cette hypnothérapeute, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, hein, le fait de remplacer les personnes, etc. Et donc, ça veut dire que je suis en état modifié de conscience plusieurs heures par jour pendant ces hypnoses. Et aujourd'hui, je sais que c'était la porte ouverte à beaucoup de parasitage et d'entités. Je lutte alors la nuit contre des visions de toutes sortes, des hologrammes que je repousse et qui reviennent avec plus ou moins de force pour me harceler. Là, Peter Knight, qui est un mythologue, nous fera comprendre par Facebook que ces perceptions sont en fait un virus. Et aujourd'hui, je sens vraiment que c'est une piste extrêmement sérieuse, même si je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai vécu, mais je vois qu'il y a, c'est très pertinent en fait. Et à la suite de nos échanges, je suis déjà moins concernée par ces visions, même si elles persistent, elles sont beaucoup moins nombreuses. Ensuite, je finis par stopper mon activité de canal, car je ne me sentais plus en accord avec tout cela, avec les hypnoses, avec le fait d'être canal, etc. J'étais plus en accord avec ça énergétiquement. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai beaucoup appris avec cette expérience de canal, mais aussi que la majorité des hypnothérapeutes sont pilotés plus ou moins consciemment par des entités, qu'elles soient reptiliennes, insectoïdes et autres. Donc, c'est des entités qui manipulent ces hypnothérapeutes. Et je peux dire que se faire hypnotiser aujourd'hui et se mettre en grand danger, je ne recommande pas à ma pire ennemie. Mhm. Dans la foulée de l'arrêt de cette activité de canal, j'ai vécu une attaque psychique. Donc là, on est en 2017. La veille, je suis allée au cinéma avec une amie psychologue et j'ai bu une tisane en terrasse. Une tisane dont le goût est très très bizarre, mais je n'ai pas fait plus attention, en fait. Nous avions vu le film Rock'n'Roll, c'est un film énergétiquement très très chargé. Et d'ailleurs, depuis, je ne peux plus aller au cinéma pour des raisons énergétiques, à la fois pour le lieu lui-même et pour les films qu'on nous passe. Tout ça est extrêmement chargé énergétiquement, je peux plus le supporter. Donc, à la suite de cette soirée, dans la nuit, alors que j'étais tout à fait consciente, puisque je m'étais réveillée peu de temps avant, j'ai vu mon double inconscient. Je savais que ce n'était pas moi qui avais créé ce double, et j'ai émis l'intention claire de détruire ce double en le consumant. Chose que, par ailleurs, je faisais en tant que canal dans certaines hypnoses, voilà, quand il s'agissait de détruire des dispositifs, des entités, etc. Donc, c'était quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire. Et là, quelques secondes plus tard, j'ai senti que j'allais passer par la fenêtre. Mais là, on était dans le monde réel. Voilà, c'était pas en hypnose, c'était le monde réel. Il était entre 3 heures et 4 heures du matin. C'était très violent. Et il m'a fallu beaucoup d'énergie pour éviter de passer à l'acte, alors qu'intérieurement, je ne voulais en aucun cas mourir. Je me disais que c'était très bien que je sois fatiguée et que les volets soient fermés, parce que ça me demanderait beaucoup d'énergie pour agir. Et puis, j'ai trouvé quand même un petit peu d'énergie pour appeler les services du centre psychiatrique de chez moi. J'ai parlé un moment à quelqu'un et ensuite à une amie chamane jusqu'à 7 heures du matin. Tout ça m'a aidé à me calmer, même si j'étais dans un état second. On peut s'arrêter d'une seconde ici si vous voulez bien. Oui,
Vous avez appelé les secours psychiatriques, vous êtes resté en psychiatrie? Non, ils m'ont pas proposé de toute façon. Voilà, ils savaient pas. Je suis restée. En fait, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un et Mhm. j'ai pas été très profondément dans les détails, si vous voulez. J'ai Oui, juste dit que je pense j'allais que pas vous avez bien bien, fait. Oui, oui, oui. Oui. Je pense, voilà, que bon, mais je suis oui, pas approfondie avec eux. j'avais évoqué tout à l'heure les passages en psychiatrie policière. Je pense que vous avez bien fait de pas insister trop. Vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression du déclenchement de ce qu'on appelle une personnalité alterne dans des personnalités fragmentées et programmées, d'un programme de type Omicron, qui est le programme d'autodestruction des personnes qui veulent sortir de leur programmation. C'est mon impression, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je n'y ai jamais pensé. C'est intéressant. Oui, ça peut expliquer certaines choses en tout cas. Parce que dans votre enfance, il y a quand même un certain nombre de trous noirs, hein. Donc, il y a ce traumatisme, viol incestueux, le père qui disparaît très rapidement, la mère qui est quand même extrêmement fragilisée. Euh, voilà, il y a peut-être là quelque chose qui s'est passé plus en profondeur qu'on ne l'imagine, et peut-être également d'une manière plus, plus discrète que toutes ces formes de programmation qui sont rapportées par les survivants. Enfin, c'est une hypothèse, hein, ça n'est rien de plus. Je voudrais dire aussi que, comme médecin, je vous fais parler, comme je l'ai déjà dit, je ne prends pas position d'être, de m'accorder à tout ce que vous dites, ni certainement à le refuser non plus. Je sais que les remarques qui seront faites par la plupart des personnes seront de dire oui, mais enfin, tout ça n'est pas rationnel. Alors, je tout de suite préciser une chose. Quand on m'oppose l'adjectif cartésien, ça me met dans une certaine forme de colère. Parce que ce que j'entends comme cartésianisme, c'est à peu près cette définition. Puisque je ne peux pas comprendre avec mon logiciel ni avec mes connaissances ce que cette personne dit, c'est que cette personne raconte des choses délirantes. Voilà, alors on fait la remarque bon, au XVIIe siècle, si on avait dit dans quelques siècles, on pourra parler à quelqu'un très loin, on pourra le voir, on pourra l'entendre. Ils n'avaient pas les moyens ni intellectuels, ni émotifs, ni scientifiques de comprendre cela et on aurait été directement catalogués comme délirants, passables du bûcher dans certains cas. Donc, j'invite nos amis dits cartésiens à y regarder à deux fois avant de jeter votre témoignage aux orties, qu'ils se renseignent un peu sur la programmation mentale, sur MK Ultra, sur les armes psychotroniques et sur la capacité aujourd'hui par armes électromagnétiques interposées à s'insinuer dans la pensée des gens et à la modifier. Cette petite réflexion étant faite, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, Marie? Non, je vais continuer peut-être et poursuivre mon explication. Oui. Donc, à la suite de cette expérience, j'ai fait beaucoup de choses différentes pour surmonter cette attaque psychique et j'ai choisi de vivre une vie la plus simple possible pour aller mieux. J'ai aussi, je voulais impérativement déménager pour habiter un logement au rez-de-chaussée pour ne pas avoir le risque de sauter par la fenêtre de nouveau. Et donc, c'est le cas aujourd'hui, je dors au rez-de-chaussée. J'ai aussi rapidement donc contacté un exorciste qui m'a dit qu'il y avait 5 entités qui étaient en moi. J'ai reçu son travail sur moi, hein, qui a duré, son soin qui a duré près de 2h30. Et j'étais redevenue moi-même, en fait, à la fin de ce soin. J'ai vu aussi 3 entités, effectivement, sortir de moi. Donc, je les ai vues par les visions que j'ai habituellement. Donc, on parlait le même langage, lui et moi, et c'était, rien que ça fait du bien, en fait. De pouvoir parler à des gens qui comprennent, ça fait un effet terriblement thérapeutique. Ensuite, on a échangé un petit peu sur nos expériences et puis j'étais encore sur le qui-vive pendant quelques mois. Mais progressivement, j'ai pu remonter la pente et j'ai retrouvé
le goût de soi, qui est quelque chose d'extrêmement, enfin, c'est inexplicable. Le goût de soi, voilà, juste d'être soi et de ne plus être habité par diverses choses qu'on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai pris des risques inconsidérés avec les hypnoses régressives ésotériques, avec le fait d'être canal et d'être en état modifié de conscience de nombreuses heures d'affilée. Tout cela dans un milieu extrêmement pollué électromagnétiquement, puisque j'étais à 200 mètres de plusieurs antennes à l'époque. Je me dis que j'ai probablement été implantée donc par des entités d'autres dimensions par le biais des relations sexuelles avec les compagnons de cette époque, par des moments d'inconscience aussi dans les rêves à partir de 2008. Et je pense qu'ils ont utilisé mon ouvert droit et mon capital génétique pour leurs expériences. J'ai la sensation qu'ils l'ont utilisé pour produire des bébés hybrides. Voilà. C'est ce qui est ressorti aussi des hypnoses. Et enfin, j'ai un énergéticien en qui j'ai confiance et qui est intervenu de nouveau sur cet ovaire récemment. Et depuis, je n'ai plus du tout de sensation étrange. Oh, un petit mot également, vous n'êtes pas la première et pas la dernière à témoigner de la captation du matériel génétique à des fins, on va dire, d'utilisation par la secte satanique qui dirige tout ce complot qui est devant nous, qu'il se réfère à des témoignages comme celui de Zvali, qui a témoigné plusieurs fois sur YouTube, qui est issu de familles sataniques transgénérationnelles, avec programmation mentale et tout et tout. Donc l'utilisation du matériel génétique chez chez les femmes est quelque chose qui n'est pas le seul fait de Marie. D'autres femmes ont témoigné de cela également. Alors bon, les contradicteurs parleront d'hallucinations collectives, de souvenirs implantés, on a un peu l'habitude de tout ça, mais je tiens à insister sur le fait que votre témoignage n'est pas quelque chose d'unique. Oui, moi je suis persuadée qu'on est très très nombreux en réalité à être concernés par ces implants, qu'on en ait conscience ou pas, en fait. Donc pour moi, je n'ai rien de particulier, c'est juste que j'ai vu cette part-là, quoi. J'ai eu ma conscience posée dessus à un moment donné, et donc j'en ai conscience aujourd'hui. Mhm. Et c'est là où j'aimerais que les gens ouvrent un peu plus les yeux là-dessus, parce que je suis sûre qu'il y a des gens lambda qui vivent aussi des expériences comme ça, mais qui n'osent pas forcément en parler. Je pense qu'il y a un danger d'en parler également, parce que euh, revient sur cette psychiatrisation policière qui existe, hein, on peut m'attaquer là-dessus, mais j'ai quand même des billes. Il y a une vraie psychiatrisation policière, il y a des placements d'enfants abusifs, il y a des structures qui organisent tout ça. Donc effectivement, on peut mettre en garde contre cette psychiatrisation au sens large. D'ailleurs, il faut reconnaître que le milieu hospitalier ou para-hospitalier est devenu, si j'ose dire, très inhospitalier. Pas question de parler ici, par exemple, des maladies nosocomiales, mais c'est un élément qui montre que l'hôpital et les personnes les plus honnêtes dans le milieu hospitalier, même para-hospitalier, le reconnaissent, que ces milieux-là présentent un certain degré de dangerosité. Il ne s'agit pas d'entrer dans un hôpital comme on entre dans un cocon protecteur. Il y a des aspects beaucoup plus néfastes et qui sont totalement matériels et organiques et pas autre chose. Mais il pourrait y avoir également des agressions d'autres types. Des témoins dans les années 60, 70 ont témoigné d'agressions réalisées dans des hôpitaux, dans les sous-sols d'hôpitaux. Il y a 2 exemples en Suisse, à Genève et à Lausanne. Et on sait également que pas mal d'hôpitaux universitaires ont été complètement infectés par la CIA, mais également d'autres services secrets, et qu'il y a une espèce d'osmose entre certains hôpitaux et on va dire les opérations noires derrière. Aux États-Unis, on peut citer beaucoup d'hôpitaux militaires, hein, comme Presidio, on peut citer
des universités douteuses comme John Hopkins et l'Université de Caroline du Nord, entre autres. Donc il y a là, qu'on le veuille ou non, que mes confrères le croient ou ne le croient pas, il y a des passerelles noires entre une médecine officielle et une médecine qui l'est beaucoup moins. Voilà. Eh bien, Avez-vous? je voudrais aussi terminer par une chose qui m'avait fait penser que pourquoi j'étais ciblée. Euh, c'est aussi en hypnose le fait que j'avais vu le mal absolu qui n'était pas sur Terre et qui venait de très loin pour contaminer notre planète. C'est une séance que j'avais eue pour Silvano Trotta, pour qui j'avais été canal à ce moment-là. Alors c'est vrai que je n'ai aucune certitude, mais je sais qu'il y a quelques années, Silvano Trotta a rapporté que son ami Corrado Malonga, aussi un mythologue, lui avait montré à quel point les hypnothérapeutes régressifs ésotériques étaient tous manipulés par des entités. Et c'est aussi pour cela que Silvano Trotta avait pris ses distances avec le procédé d'hypnose. C'est ça, ça paraît tout à fait légitime comme mise en garde. Une fois de plus, j'invite les esprits forts et cartésiens à se pencher sur l'œuvre de David Icke, puisque David Icke parle d'entités reptiliennes depuis 30 ans, de contrôle mental, de satanisme. Ben, il s'avère malheureusement pour tous ces esprits cartésiens et raisonnables que David Icke a raison depuis 30 ans et que malgré toutes les dénégations, les attaques dont il a été l'objet, il a eu raison et donc les autres ont tort. Donc les cartésiens matérialistes, rationnels, pieds sur terre et patati et patata, feraient bien d'y réfléchir à deux fois, de lire un peu plus, de se documenter un peu plus et d'avoir l'esprit un peu plus ouvert. Au moins de se poser la question sur les phénomènes que vous décrivez très bien avant de basculer tout ça dans la poubelle psychiatrisante. Tout à fait. Je voulais proposer aussi quelques ressources. Est-ce que je peux Oui, passer à ça? oui, bien sûr. Il s'agissait de livres et puis de sites internet. Il y a Frabato le magicien de Franz Barbon qui parle plus de franc-maçonnerie et de magie. Le livre d'Anne Givaudan et Daniel Meroy qui s'appelle Celui qui vient. C'est pas le tome 2, mais c'est le tout premier, enfin, la toute première version. Il parle de bouddhisme et de méditation, parce que la méditation aussi est une porte pour les entités, donc il faut se méfier en fait. Et ça aborde très très bien ces questions. De Cathy O'Brien, PTSD Time to Heal. Ça, c'est pour s'aider, enfin, pour aider les personnes qui cherchent des solutions par rapport au traumatisme de toutes sortes. Il est vraiment parce qu'on peut être notre propre thérapeute. C'est d'ailleurs ce qu'elle préconise beaucoup, Cathy O'Brien, dans ce livre. Et c'est une très grande ressource parce que moi, dans mon parcours, j'ai remarqué qu'il y avait extrêmement peu de thérapeutes qui étaient capables, en fait, qui étaient formés et qui étaient capables d'aider réellement. J'en ai fait plusieurs dizaines et sur l'ensemble, il y en a que deux qui se sont révélés vraiment efficaces pour m'aider. C'est pour ça que je trouve que le fait d'être son propre thérapeute, bien sûr, on absorbe des influences de diverses personnes autour de nous, mais être son propre thérapeute quand on a vécu des gros traumatismes, ça peut être aussi très soulageant en fait. Et elle donne des clés dans ce livre à ce sujet. Évidemment, les fondamentaux, hein, l'Amérique en pleine transformation, qu'elle a écrit avec son compagnon Mark Phillips, hein, qui est décédé aujourd'hui, et pour cause de sécurité nationale aussi. Il y a aussi les livrets de Guy et Nadeau, parce que là, ça aborde plus la vie spirituelle. On peut trouver sur le site personocratia.fr, le site aussi de Mado Sauvé, qui s'appelle tripletransformation.ca, et puis les podcasts de Paul et Léna Ponceau, sur leur site au-delà de l'illusion.fr. Là, ça parle plus de, justement, de la vie, enfin, comment, de ces dimensions diverses et variées, des entités sans âme, etc. Enfin, il y a vraiment c'est une mine aussi.
Et puis, pour ceux qui s'intéressent plus à ce qui se passe dans les relations humaines, c'est-à-dire amoureuses, affectives, de toutes sortes, que ce soit amicales, etc. Il y a les vidéos d'Eve Lorgen qui sont très parlantes à ce sujet, sur le fait que les entités manipulent ces relations et qu'on peut du jour au lendemain perdre les, les personnes en qui on avait absolument confiance parce qu'elles sont parfois elles aussi manipulées par ces entités et ça devient très compliqué aujourd'hui d'avoir des relations saines. Donc il faut en avoir conscience en fait pour essayer de discerner le vrai du faux et de retrouver notre humanité, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, ces références, on les mettra sur la chaîne. Et en attendant, ben, je vous remercie au nom de tous les spectateurs de témoigner de tout ça avec sincérité, avec franchise, parce que c'est la seule façon d'aider les gens qui sont dans des situations difficiles pour lesquelles, comme vous l'avez dit, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer et il y a même des dangers sérieux à s'exprimer. Je dirais même avec un petit sourire, peut-être y compris pour moi, où je n'aurais pas probablement un diagnostic de psychose, puisque je suis un peu trop vieux pour ça, mais je suppose que on pourrait me coller un diagnostic de démence. Je fais confiance à l'agilité intellectuelle de certains confrères. Voilà, Marie, en tout cas, merci. Merci à vous pour nous donner la parole, nous laisser la parole à nous électro-ciblés. Et puis prenez soin de vous, on est tous de tout cœur avec vous ici. C'est gentil. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. À bientôt, au revoir.